Thank you very much, Flo, for helping us. Donc, merci beaucoup, Flo, de nous avoir aidés avec les aspects techniques. Je remercie aussi GPS Hub d'avoir organisé ce webinaire aujourd'hui. Aussi, je voudrais donner la bienvenue à tout le monde, de toutes les zones du monde. Je sais que tout le monde s'est connecté à partir des différents endroits et horaires. Donc, je vous donne la bienvenue que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, là où vous vous trouvez. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, le webinaire d'aujourd'hui adressera le thème des sagesses autochtones et leur manière de contribuer au monde et à l'Église, hein. Et nous avons un programme très intéressant. Et donc, moi, j'ai travaillé et vécu avec les peuples autochtones pendant quelques années de ma vie et j'ai appris une chose parmi d'autres, c'est-à-dire qu'il faut écouter, ou mieux, j'apprends à écouter et permettre aux personnes de parler de, de, de leur vie. Donc, avant tout, on commence avec l'orationes qui vient des groupes autochtones de l'Amérique du Nord. C'est leur manière de commencer toute leur réunion. Et c'est pas vraiment une prière, c'est surtout une manière de rendre grâce et de se placer dans un espace de gratitude pour la vie à laquelle nous participons. Donc, je vais partager mon écran. Avant tout, je veux dire quelque chose aux personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Sheila Smith RSCJ. Je vis à Rome, au quartier général. Et donc, je voudrais donner la bienvenue à tout le monde, toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Nous rendons grâce au mot naturel. Le Seigneur aujourd'hui se sont réunis pour permettre au cycle de la vie de continuer. Nous avons le devoir de vivre de manière équilibrée et en harmonie. Donc maintenant, nous réunissons nos esprits. Nos esprits sont un. La Terre-Mère. Nous remercions notre mère pour son soutien depuis le début du temps. Et maintenant, nos esprits sont un. Les eaux. Nous remercions toutes les eaux du monde qui fait calmer notre soif, qui nous donne de la force. Et l'eau est la vie. Nous connaissons ce pouvoir et avec notre esprit, nous remercions l'esprit des eaux. Nos esprits sont un. Les poissons, maintenant nous pensons aux poissons et à toutes les formes de vie dans l'eau. Elles ont été, on leur a dit de purifier les eaux. Donc nous les remercions pour l'eau pure. Et nos esprits sont un. Des plantes. Maintenant, nous pensons aux branchons des plantes que nous regardons avec nos yeux. Nous regardons les plantes grandir et faire des merveilles. Elles soutiennent toutes les formes de vie. Donc, nos esprits se réunissent et nous espérons que les plantes seront avec nous pour les générations futures. Nos esprits sont un. Et
aussi les plantes qui nous donnent de la nourriture. Maintenant, nous voulons honorer les plantes qui nous donnent de la nourriture, hein, et que nous récoltons de nos jardins. Depuis le début du temps, les grains, les légumes, toutes les autres formes de plantes nous soutiennent et nos esprits sont un. Et les herbes médecine du monde entier depuis les débuts du temps. On leur a dit qu'elles devaient traiter une maladie. Elles ont toujours attendu et se sont toujours préparées pour nous faire guérir. Et, et donc, maintenant, nous remercions les plantes pour leur médecine. Nos esprits sont un. Les animaux. Nous réunissons nos esprits pour remercier les vie animale dans le monde. Les animaux ont beaucoup de choses à apprendre aux hommes. Nous sommes honorés du fait que nous donnons leur vie et ce sera toujours comme ça, nos esprits sont un. Les arbres, maintenant nous pensons aux arbres. La terre a beaucoup de familles, hein. La terre a beaucoup de familles d'arbres et beaucoup de personnes les utilisent en tant que symbole de paix et de force. Donc nos esprits sont pleins. Les oiseaux, maintenant nous pensons aux oiseaux pour les remercier, les oiseaux qui bougent sous nos têtes. Les créateurs nous a donné leur chant très beau tous les jours. Nous apprécions leur vie, notre vie grâce à eux. Nos esprits sont un. Les quatre vents, nous remercions les pouvoirs des quatre vents. Nous écoutons leur voix, de l'air qui bouge et qui sont rafraîchissants et nous purifient et ils purifient l'air que nous respirons. Nous remercions les quatre vents, nos esprits sont un. Les tonnerres, maintenant, nous nous regardons l'Ouest et nos grands-pères, hein, et les êtres des tonnerres et de la vie. Nous entendons leur voix et ils renouvellent la vie. C'est à travers l'eau. Nos esprits sont un, les tonnerres et les pères et les grands-pères. Soleil, maintenant nous remercions notre frère aîné, le soleil, tous les jours. Il voyage dans les yeux de l'Est à l'Ouest en apportant la lumière. Nos esprits sont un. La lune, notre grand-mère. Maintenant, nous pensons à notre grand-mère, la lune, qui illumine le ciel la nuit. Elle est la leader des femmes partout dans le monde. Elle, elle dirige le mouvement des mers. Nos esprits sont un. Les étoiles, nous remercions les étoiles qui sont distribuées partout dans le ciel comme des bijoux. Nous les regardons la nuit, elles aident la lune à illuminer le ciel et la terre. Donc nos esprits sont un.
et les enseignants illuminés. Nous remercions les enseignants illuminés et qui nous ont aidés pendant toutes les époques de l'histoire. euh, quand on oublie la manière de laquelle il faut vivre, ils nous rappellent ça. Nos esprits sont un. Le Créateur. Maintenant, nous pensons Créateur ou le Grand Esprit. Nous le saluons, le remercions pour le don de la création. Tout ce dont on a besoin pour mener une bonne vie est ici sur la mère Terre, pour l'amour qui nous entoure. Nous réunissons nos esprits et remercions le Créateur. Nos esprits sont un. Nous sommes arrivés à l'endroit où nous concluons, nous terminons nos mots avec toutes les choses que nous avons nommées. Nous ne voulions pas, nous ne voulions exclure aucune chose. Si nous avons oublié quelque chose, vous pouvez rendre grâce à ces choses qui vous viennent à l'esprit. Cette traduction est la version Mohawk de le How Sunny Thanksgiving Address, publié en 1993. And now, Et maintenant, nos esprits sont un. Nous remercions Robuchon qui très généreusement a partagé cette prière qui rend grâce, qui est disponible sur Internet. Et je vais partager le lien de la chat si vous voulez la réécouter et la revoir. Aujourd'hui, nous avons un programme très intéressant. Mais avant de présenter nos intervenants, je voudrais partager avec vous un petit peu ce que les peuples indigènes nous ont dit et le JPK Hub a créé une infographie et je pourra peut-être partager le lien. Euh, Cela montre quelques réalités des peuples autochtones partout dans le monde que nous explorerons aujourd'hui. Donc, nous allons explorer leur lutte et leur contribution euh, dans le système du monde où ils vivent, comme nous le connaissons aujourd'hui. Donc, une des choses que nous trouvons sur cette infographique est que, en effet, il n'y a pas de définition officielle des peuples autochtones, fournie par exemple par les Nations Unies. Il n'y a pas une chose de ce type qui puisse définir chaque groupe autochtone de la même manière. La manière dans laquelle les peuples autochtones comprennent leur existence, y compris avec les critères d'identification de soi, avec une continuité historique avec la société précoloniale. Et ils ont des systèmes et des cultures spécifiques et aussi ils s'engagent pour préserver l'héritage et l'environnement où ils vivent, hein. Donc, on ne cherche pas vraiment une définition des peuples autochtones parce qu'ils se définissent comme les peuples. Dans l'infographique, vous allez aussi trouver des chiffres qui concernent les groupes autochtones partout dans le monde. Et nous avons découvert que les peuples autochtones sont au moins 400 millions de personnes dans plus de 90 pays avec plus de 4000 langues, hein. Donc, les peuples autochtones jouent un rôle crucial dans le développement mondial et de la conservation. Et les peuples autochtones ont droit à occuper un quart de la terre que nous connaissons sur
tous les forêts. Mais malgré cela, les peuples indigènes partout dans le monde doivent faire face à des défis immenses, hein. Dans tous nos pays, les peuples indigènes, hein, et autochtones doivent faire face aux discriminations, aux violations des droits de l'homme et des expulsions forcées de la terre de leurs ancêtres et à la violence contre les défenseurs, hein, qui ne sont pas les peuples autochtones. Mais s'ils représentent, c'est possible, 6,2% de la population, ils représentent 18% des personnes qui vivent dans la pauvreté extrême, hein. Donc, le feu graphique, hein, qui est disponible, hein, montre aussi certains pays qui ont la portion la plus grande de la population des peuples autochtones, hein, avec la plus élevée qui se trouve en Groenland, où il y a 89% de la population qui sont des autochtones, hein, des peuples autochtones, hein. Et vous pouvez voir cela sur l'infographique. Vous pouvez voir aussi les autres peuples dans le graphe. Donc, les peuples autochtones, hein, dans le monde ont des cultures et des langues très, très différentes et ils ont vécu les mêmes violations, comme par exemple le fait que les droits de l'homme sont violés. Cela inclut l'envahissement de leur droit de décider pour eux-mêmes, hein, et aussi euh, l'impact du changement climatique et aussi l'atteinte à leurs droits aux terres culturelles. Donc, je vous invite à explorer l'infographique, hein, et à récolter des informations de leur situation dans vos pays. Maintenant, je vais passer à notre présentation. Nous allons écouter trois intervenants. Avant tout, nous allons écouter Dr. Inde, Maria-Elena Figueroa, qui est une religieuse du Sacré-Cœur. Maria Elena nous présentera. Bonjour Maria Elena. Bonjour Sheila, bonjour. Vous êtes la bienvenue. Maria Elena vit sa mission en Inde, hein, et sa formation financière et formation continue dans le domaine du développement du monde, hein, l'ont préparée à jouer des rôles de leadership dans la société du Sacré-Cœur, hein. Maintenant, elle vit la mission de la société en tant que membre de la communauté Akafla et en tant que directrice du Centre pour le développement des femmes. Moi, je l'ai rencontrée en 2016 au chapitre général de la Société du Sacré-Cœur et j'ai hâte d'écouter sa présentation aujourd'hui, Marie-Hélène. Et je suis très heureuse d'avoir cette opportunité de te rencontrer à nouveau. Pendant toute sa vie, elle a ressenti l'appel de collaborer au-delà des barrières, inspirée par l'esprit dans le monde plein de souffrances qui est relié par des fils très fragiles, mais avec les autres, on peut renforcer ces liens. Donc, nous te remercions, Marie-Hélène, pour ton énergie et ta présence aujourd'hui avec nous. Merci Sheila. Oui, je voudrais partager avec tout le monde que ta présentation s'appelle Cultures autochtones et leur message pour le monde. Elle présentera ce qu'elle a appris sur 5 tribus qui se trouvent dans l'Inde de l'Est. Elle va partager ce qu'elle a appris sur leur sagesse vie communautaire et leur relation avec la nature dans les pratiques tribales, architecture, hein, et droit à la terre. Marie-Hélène va identifier certains défis spécifiques que les peuples tribaux peuvent voir et aussi elle s'occupera d'honorer et soutenir leur tradition et sagesse. Dans sa présentation, elle partagera aussi une petite vidéo
qui nous donnera une perspective visuelle du type de travail et qui se déroule à Dorpa. Donc maintenant, Marie-Hélène, je te donne la parole et je te remercie de nous avoir de nous enrichir avec ta présentation. Merci beaucoup, Sheila. Donc, je voudrais commencer par partager mon écran. Donc, je vais commencer par Toar, qui est une salutation tribale, hein, pour donner la bienvenue. Et je suis très, très heureuse de cette expérience d'apprentissage aussi précieuse, hein. Sheila a déjà présenté cette journée avec cette prière très belle, hein. Et donc, c'est magnifique de participer à ce webinaire avec une conversation sur les peuples autochtones, sur leurs traditions et sur leur message pour le monde. Et j'ai consacré mes conversations aux communautés autochtones avec lesquelles nous travaillons. Il y a 75, 705 groupes ethniques reconnus en tant que tribus. Ils représentent 8,7% des plus de 400 000 populations en Inde. En Inde, nous avons plusieurs lois et constitutions qui les concernent. Euh, le, il y a une partie pour 200 de l'Inde qui reconnaissent le pouvoir d'autodétermination de ces peuples. Mais ces lois ont leurs limites, hein. Dans l'Inde entière, les peuples autochtones ou tribales s'appelle Adivasi. Adi signifie précoce, Vasi signifie peuple qui se sont établis dans certaines zones, hein. Donc, il y a ces peuples autochtones, hein, 3,5% qui se trouvent sur tout Jagannathpura, qui est un plateau qui couvre 5 États indiens. Odisha, Bengale de l'Ouest, Chhattisgarh, qui était partie de Madhya Pradesh, Bihar et Jharkhand, où nous travaillons, qui faisait partie du Bihar. Aussi, les tribus vivent dans l'État d'Assar et travaillent surtout dans le champ de thé. Quelles sont les tribus principales de Chotanagpur? Nous avons euh, euh, donc ces tribus qui ont différentes langues, pratiques culturelles et occupations traditionnelles. Donc, on peut voir les femmes qui portent un sari blanc euh, et aussi la langue ekrouk. Et vous pouvez voir qu'il y a des motifs différents sur leurs vêtements. Euh, vous pouvez voir que le Munda et aussi le Caron est différent. Les santales, par exemple, ont ces carreaux avec beaucoup de couleurs. Et après, nous avons les Gondes qui ont une langue qui s'appelle Gondi et avec des motifs très différents. Je veux dire, oui, très différents. Dans cette société, nous avons la bénédiction d'avoir euh, 5 personnes professées de ces tribus, 3 de Keria et d'autres de Raona. Et nous sommes très heureuses d'avoir beaucoup plus de vocations qui proviennent de ces tribus. Je sais que Shiba, il a dit que nous avons 5 tribus, mais aujourd'hui, je me concentrerai sur une tribu qui est la tribu Munda, qui est la plus large dans cette région. La tribu Munda est le groupe aborigène le plus ancien, hein, et qui est d'une famille indienne, hein, qui a aussi la tribu la plus large en Inde, hein. Et le clan est patrilinéaire, hein. Et chaque clan a son, euh,
à ces ancêtres qui trouvent leur origine dans le mythe d'une plante ou d'un animal spécifique avec des symboles de leur identité, des valeurs partagées avec toute la communauté Miuda. Très souvent, ce choix du symbole est lié aux histoires des événements historiques du clan. Par exemple, les Miuda sont des guerriers et des chasseurs. Et après, ils se sont consacrés à l'agriculture, surtout du riz et d'autres graines. Et la sagesse tribale et la vie de les communautés. Afin de comprendre la culture Muda, je vais vous présenter les terres d'Accra, qui est un centre de gestion de la communauté. Accra, et c'est ça que ce terme signifie. Et nous allons voir ça plus dans le détail de la prochaine diapo. Après, nous avons Emprunt Kobidia qui signifie la sagesse des ancêtres Gitiora et la maison où les gens dorment. Comprendre Accra. Et le mot Accra fait référence au lieu traditionnel des réunions où les membres des communautés se réunissent pour des raisons différentes, y compris les rituels, les célébrations et et d'autres types de représentations. Donc, Accra est un espace pour la conservation et la transmission de l'héritage culturel, surtout à travers la danse, la musique et la narration. Et donc, historiquement, les origines d'Accra peuvent se tracer jusqu'aux pratiques anciennes, spirituelles, où la nature et la spiritualité est très liées. Donc, c'est un espace sacré qui a cultivé un sens d'appartenance et d'identité en renforçant leur lien avec la terre et leurs ancêtres. Et caractéristiques architecturales, hein. La Accra est caractérisée aussi par ses caractéristiques architecturales uniques, hein. Il y a une zone ouverte centrale entourée de structures faites de matériels locaux. C'est un espace conçu afin de faciliter les réunions des communautés qui permettent un échange d'énergie parmi les membres de la communauté. C'est une structure qui reflète l'environnement naturel avec des éléments comme les arbres et les sources d'eau qui ont une importance spirituelle pour les peuples adivasi. Maintenant, dans ces photographies, vous pouvez voir les semences autochtones, aussi les fleurs locales et les fruits des forêts, et aussi des plantes comestibles, hein, et aussi la poussière des plantes, la poudre des plantes, aussi des champignons qui font des médicaments traditionnels. Les stars ont des connaissances écologiques traditionnelles, hein. Et la proclamation des droits des Adivasis à la terre, hein. Ici, vous voyez, ces pierres qui ont été érigées et ces pierres représentent la Kra et sont aussi la frontière du village. Très souvent, il y a l'arbre de la famille, il y a des membres euh, morts avec une pierre, hein. Dans notre photographie, vous pouvez voir une maison traditionnelle derrière les femmes. Et il y a une femme qui s'occupe de cracher les graines et elle écoute une chanson. euh, pardon, elle chante une chanson. Donc, les saisons et la nature hein, et les saisons de l'agriculture hein, sont des festivals. Il y a toujours une composition unique. Le rôle de la grade de la vie communautaire, hein. Pratique spirituelle, hein, un espace à créer qui est un espace pour différents rituels et cérémonies
Les rituels hein, sont enracinés dans le système de foi Adivasi qui souligne la connexion entre tous les êtres vivants et l'importance de la conservation de l'équilibre avec la nature. Ces pratiques très souvent inclut des offrandes aux divinités afin de favoriser la prospérité. Le Dieu suprême est Sambodha qui représente le dieu soleil qui est associé avec la lumière, la vie et la fertilité. L'expression culturelle, la danse et la musique sont des composants intégraux de la vie dans les agras. Pas seulement ils sont des formes d'amusement, mais aussi elles sont des médias de narration et d'expression culturelle. Hein. Et les danses traditionnelles sont très communes pendant les festivals hein, et reflètent les valeurs des communautés. Les danses, typiquement, sont caractérisées par des mouvements rythmiques et par l'utilisation des instruments traditionnels. Très souvent, c'est magnifique de voir de petits enfants avec leurs petits pieds qui suivent le rythme des tambours. Chaque chant, chaque musique est une narration d'une histoire, une célébration de la nature ou une manière de rendre grâce aux ancêtres ou une réflexion sur les questions contemporaines et sociales. Donc, ces expressions culturelles hein, sont essentielles pour les tribus adivasis afin de préserver leurs traditions en s'adaptant au monde qui change autour d'eux. L'identité des communautés. Et Accra joue un rôle essentiel dans euh, la promotion de l'identité culturelle parmi les peuples adivasis. C'est un lieu où les personnes peuvent se réunir afin de partager leurs expériences et célébrer leur victoire et se soutenir réciproquement dans les moments difficiles. Le sens d'appartenance cultivé dans Accra peut renforcer les liens sociaux et renforce l'identité collective de la communauté. En plus, hein, l'Accra est comme une plateforme pour le dialogue intergénérationnel et permet aux personnes les plus âgées de transférer la connaissance et les traditions aux générations les plus jeunes. Et Mundari euh, appelle cela un pharmacobidia. Ici, vous pouvez voir dans la première image, hein, oui, la personne qui parle est en train de boire de l'eau. Nous avons un guerrier pour la liberté, un leader religieux, qui est une figure très importante dans le mouvement d'indépendance. Bien, on peut voir aussi les instruments musicaux. Ici, nous avons la navarre qui est jouée par une femme. Nagada, ça s'appelle Nagada. La personne qui parle est en train de faire une pause. Je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas. Et nous pouvons voir le mandal et aussi un outil là, traditionnel pour l'agriculture. Et, et après, vous pouvez voir aussi des danses traditionnelles.
Je pense que ça me passionne tellement de partager avec vous la vie du peuple Accra que ma voix est en train de m'abandonner. Les défis d'Accra et la modernisation et l'urbanisation. Malgré son importance culturelle, l'Accra doit faire plusieurs défis dans ce temps moderne. L'urbanisation et la mondialisation moderne ont causé un déclin des pratiques traditionnelles parce que les générations des jeunes sont de plus en plus attirées au mode de vie urbain et aux formes contemporaines euh, euh, d'amusement. Aussi, il y a une perte des terres et de ressources, hein, des ressources naturelles. La communauté adiwasi est très liée à la terre, et qui est fondamentale pour leur identité. Toutefois, il y a l'envahissement des terres tribales à cause de l'industrialisation et du développement. Cela a causé une perte de ressources naturelles et des moyens de soutenance traditionnels. Cette perte n'a pas seulement un impact sur l'espace physique de l'Accra, mais aussi sur les pratiques culturelles et spirituelles qui y sont associées. L'appropriation culturelle, hein, et l'intérêt pour leur culture devient de plus en plus grand et donc il y a le risque de l'appropriation culturelle, hein. Donc leur culture devient comme un bien père sans signification originaire. Donc il y a une disconnexion entre les communautés et leur héritage culturel. Revitaliser Accra. L'engagement des communautés. Afin de faire face à ce défi pour Accra, l'implication des communautés est essentielle. Des initiatives, hein, qui puissent impliquer les leaders et les communautés qui participent aux ateliers, aux festivals, aux échanges culturels, hein, peuvent être comme des plateformes pour montrer les richesses de la culture adivasi. Donc, les festivals et les échanges culturels, hein, peuvent peuvent vraiment attirer l'intérêt des publics locaux et mondiaux. Dans la première photographie, vous pouvez voir la Diva Mozzo qui était un festival, hein, et il y a un groupe de danseuses qui sont très intéressantes parce qu'elles apprennent, hein, au public les différents pas de leur danse. Après, il y a l'éducation et la sensibilisation. Sensibiliser les personnes sur la culture d'Accra est essentielle pour la préservation des programmes qui montrent l'histoire et l'importance d'Accra peuvent favoriser l'enthousiasme parmi les générations les plus jeunes et encourager leur participation active dans les pratiques culturelles. Dans les photographies, il y a des gens qui participent aux activités avec les écoles aussi. Le soutien des gouvernements et des politiques. Donc, le soutien du gouvernement est essentiel pour la conservation d'Accra et de la culture adivasi. Les politiques qui promeuvent, qui protègent les terres tribales et les touristes culturels et dans des fonds pour des initiatives culturelles peuvent aider à soutenir l'importance d'Accra dans la communauté. Les collaborations entre les agences du gouvernement et les organisations locales peuvent guider au développement de programmes qui puissent émanciper et donner du pouvoir aux voix diverses et promouvoir leur héritage culturel, hein. Réflexion sur l'ACRA constitue un témoignage de la résilience de la communauté adivasi à Jharkhand, hein. Cela incarne les dimensions sociales, spirituelles et artistiques de leur identité, en servant en tant qu'espace vital pour les expressions culturelles et les liens communautaires, hein. En réfléchissant sur l'importance culturelle d'Accra, il est essentiel de reconnaître le lien, hein, qui existe entre
tous les êtres qui vivent sur la Terre et le rôle des pratiques traditionnelles qui maintient l'harmonie avec la nature, hein, en appréciant, en soutenant l'héritage culturel des peuples adivasi. Nous contribuons à une compréhension plus inclusive de l'expérience humaine, hein. Le crâne n'est pas simplement un espace physique, hein, mais c'est une incarnation vivante de l'esprit adivasi, un endroit où la culture, la spiritualité et la communauté se rencontrent. Donc, dans l'avenir, hein, nous allons toujours honorer et célébrer les richesses de cette tradition en s'assurant que cela puisse continuer à prospérer à Jharkhand et au-delà de Jharkhand, hein. Et dans cette photographie, vous pouvez voir un de nos volontaires de notre communauté et qui a vécu comme une guerrière tribale. Merci beaucoup, Sheila. S'il y en a un peu de temps, je peux continuer. En effet, je vous demande de faire cela plus tard parce que je vais donner la bienvenue au père Dario et on peut voir la vidéo plus tard. Ça marche? Oui, oui, oui. Donc, oui, 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 il peut prendre la parole. Donc, merci beaucoup de cette présentation. Il y a une raison pour laquelle j'ai adoré ce panel, c'est-à-dire que nous allons écouter des perspectives très différentes, de contextes très différents. Et donc, maintenant, je donne la parole à notre ami Père Dario, qui est un prêtre très apprécié dans l'archidiocèse d'Iowa de Konoora. Il est né à Chicago, aux États-Unis, et il vient euh, d'un héritage, hein, euh, multiculturel avec une mère autochtone et un père américain, fier membre de la Première Nation King. Le père Winkler est l'un des 7 seuls prêtres autochtones du Canada. Donc, il y a des tribus euh, originaires, hein, qui n'avais pas vu des fleuves et des lacs comme des points de division, mais comme des points de connexion. Et donc, les peuples euh, euh, qui aujourd'hui ont une perspective très différente. Donc, au Canada, il y a environ 600 Premières Nations et 3 groupes de peuples autochtones au Canada. Il y a la Première Nation, le peuple Inuit, et le peuple Métis, qui se trouve surtout de l'Ouest. Médariod vient de Ojibwe, la nation Ojibwe, première nation, qui est une des 600 premières nations. Cette nation s'appelle Chiching. Il est aussi un des 7 prêtres autochtones au Canada. Sa foi et ses racines culturelles influence le centre d'identité. Comme je l'avais dit, je le connais personnellement. Je l'ai rencontré la première fois il y a quelques ans quand nous avons étudié la théologie ensemble à Inaroa, qui est la ville où j'ai signé. Et après, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et comme aussi Deriold a été ministre pour ma famille plusieurs fois y compris il a participé aux funérailles de mon père en mon nom pendant la pandémie COVID quand je n'étais pas là. Aussi, nous avons travaillé ensemble en jouant différents rôles euh, à Ottawa. C'est pour un ministère qui s'occupe de la réconciliation, de la guérison et de la croissance spirituelle des peuples autochtones, hein. Euh, Parmi ses contributions académiques, il y a un chapitre dans un livre qui vient d'être publié qui s'appelle Where Faith and Life Meet, Out of Faith Education that Transforms. Donc, Dariold va présenter sa perspective en tant que personne autochtone qui vit et qui travaille dans une église et dans une culture dominante qui est enracinée dans le colonialisme. Et le Canada traverse une période de notre histoire
histoire, hein, où elle est un pays et une église, hein, où on fait des efforts externes pour transformer les erreurs de notre passé colonial. Sur la base de mon expérience, Dariold, pas seulement enseigne cela, mais il vit cela aussi. Donc, Dariold, je te donne la parole et aussi, je voudrais suggérer une chose. S'il y a du temps après ta présentation, parce que je sais que tu devras partir pour une autre conférence, mais s'il y a des commentaires ou des questions, nous allons les écouter après ta présentation. Donc, s'il y a des questions spécifiques pour vous. Oui, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici avec vous tous. Je me trouve dans une autre conférence que vous connaissez peut-être. Ça, c'est la conférence sur la synodalité. Et aussi, c'est un mouvement très important qui grandit dans notre Église aujourd'hui, où l'Église devient euh, plus à l'écoute des voix des personnes marginalisées et qui n'ont pas de pouvoir. Donc, il y a maintenant une réunion synodale aujourd'hui pour le Canada. Qu'est-ce que c'est la synodalité? Donc, dans le contexte canadien. Donc, il y a 120 personnes qui participent et 15 personnes autochtones qui participent du Canada parce que on pense qu'on ne peut pas faire quelque chose sur le Canada sans les voix des peuples autochtones. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et de parler de la sagesse et de la culture autochtone. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de points en commun avec ce que Maria-Hélène vient de dire. Les peuples autochtones dans le monde entier ont fait face à beaucoup de défis similaires. Par exemple, la perte de leur terre, pardon, et aussi donc la perte de leur terre. Nous avons vécu cela au Canada aussi, et aussi la préparation culturelle, qui est notre domaine que Marie-Hélène a mentionné, mais aussi le pouvoir de la revitalisation culturelle, hein. euh, Même si le passé a été très cruel pour beaucoup de groupes autochtones dans le monde, il y a aussi un grand espoir. C'est l'aube d'une nouvelle foi pour les peuples autochtones sur la terre. Nous sommes tous autochtones d'une certaine manière, mais surtout les groupes autochtones ont souffert beaucoup. Et donc, on est en train de revitaliser notre culture. C'est ça que je voudrais exprimer, au moins au Canada aujourd'hui. Comme l'a dit Sarah Sheila, nous sommes un groupe très divers, hein, au Canada. Nous ne sommes pas identiques. Nous avons des cultures différentes, tout comme en Inde. Nous avons aussi des langues différentes, et puis des avis différents. Notre manière d'exprimer notre foi est différente. Mais il y a des points communs que je voudrais mentionner, que nous tous partageons, probablement un peu partout dans le monde. Avant tout, il y a l'idée de la terre sacrée, la mère terre sacrée. Tout ce que nous avons vient de la terre. Donc, il y a une adoration pour la création et la spiritualité de la création que les personnes peuvent apporter à l'Église et au monde. Cette idée selon laquelle la prédication en soi est une chose spirituelle, hein, qui concerne les ressources, hein, que nous devons remercier, qui peuvent satisfaire tous nos besoins. Aussi, les cultures autochtones pensent que l'humanité n'est pas au-dessus de la création. Cette idée de la pyramide qui vient de la théologie médiévale catholique avec Dieu, qui a le pic. Après, il y a les cardinaux et les évêques, jusqu'aux laïcs, et après les animaux. Et on va de plus en plus en bas avec les minéraux et les roches. Non, donc, cette conception comme une pyramide de la création est l'opposé de ce que les autochtones pensent de la création, qui pensent que la création est un cercle où nous sommes tous interconnectés. Ce qui se passe à une personne peut affecter toutes les autres personnes. C'est une caractéristique que nous connaissons tous. Si on connaît les cultures autochtones, deuxièmement, il y a l'écoute.
Il y a maintenant une conférence sur la synodalité. Le pape François avait dit que si nous n'écoutons pas les autres, comment pouvons-nous changer ou avoir la paix ou trouver des manières meilleures d'exprimer notre foi? Si nous n'écoutons pas les autres, c'est une expérience difficile, hein, mais les personnes se sont réunies dans des cercles pour s'écouter réciproquement parce qu'ensemble, nous sommes plus intelligents et plus sages et nous allons survivre à toutes les attaques si nous. Donc, l'écoute est très important. Voilà pourquoi les personnes âgées sont honorées dans la plupart des communautés autochtones au Canada. Ils sont comme les personnes qui conservent la tradition, la culture et la sagesse, hein. Euh, Et ça, j'avais mentionné deux éléments. Avant tout, la terre sacrée. Deuxièmement, l'écoute. Troisièmement, je voudrais mentionner la guérison et les cérémonies de guérison. Plusieurs peuples autochtones au Canada ont eu leurs cérémonies détruites, hein, qui sont considérées comme des cérémonies païennes, hein. Mais il semble qu'il y ait une spiritualité qui est supérieure aux autres. C'est une notion de la colonisation qu'on essaye, hein, d'éliminer et de décoloniser pour retrouver notre spiritualité, nos pratiques spirituelles, hein, qui nous permettent d'être forts, hein. Et aussi avant la colonisation, nous étions forts grâce à ces rituels, hein, et qui nous aident. Et donc, il y a une revitalisation de ces pratiques spirituelles, hein, comme par exemple la pipe de la paix, et les îles avec lesquelles on se purifie. Aussi, je voudrais dire une autre chose, hein. Il y a plusieurs choses que nous pouvons mentionner, mais il y a une chose, hein, que je vais vous dire vers la fin de ma réflexion. Il y a des peuples, hein, et moi, j'ai écouté quelqu'un qui disait quelque chose. Il y a un monastère qui n'est pas loin du lieu où je me trouve. Dans ce monastère, les moines catholiques, hein, cisterciens, pensent que leur prière permet au monde de rester unis. Donc, ils prient pour le monde. Et de cette manière, ils effacent la pyramide et conservent ce monde compact et unifié. Donc, c'est une notion similaire. Les peuples autochtones pensent que s'ils continuent de prier, ils vont empêcher au monde de se détruire, hein. Donc, on pense si on prie, si on n'arrête pas de prier, le monde pas, ne sera pas effacé, ne finira pas. Donc, il y a cette notion de la prière qui va nous sauver et qui est en train de nous sauver. Il y a cette voix prophétique aussi. Laudato aussi, ces documents très beaux que le pape François a écrit est plein de valeurs autochtones et perspectives autochtones. C'est extraordinaire. Quand je l'ai lu, j'ai été vraiment choquée. Il y a cette idée d'interconnexion qui est fondamentale. Donc, l'encyclique Pierre montre que nous sommes tous connectés. Donc, c'est une notion autochtone. Et les papes disent que nous devons nous écouter réciproquement. C'est une valeur autochtone. Nous devons nous réunir dans des cercles et s'écouter réciproquement avec cette idée d'apprendre les uns des autres. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. On peut parler de beaucoup de choses. On peut passer une semaine en parlant de cela. Marie-Hélène, elle peut passer une semaine en parlant des pratiques autochtones. Moi aussi, je pourrais le faire, mais je vais vous saluer avec optimisme sur les peuples autochtones, au moins à partir de ma perspective, hein. Il y a des peuples autochtones qui grandissent dans l'éducation. Nous avons plus d'étudiants, plus de personnes qui étudient au niveau du doctorat, et qui sont en train de réintégrer leurs pratiques spirituelles dans leur vie quotidienne. Donc, c'est une situation très positive qu'on a au Canada et cela nous aide à guérir des tragédies du passé. Et nous prenons cela très au sérieux.
quand le pape est venu au Canada, il a parlé aux peuples autochtones, il a demandé de les pardonner. Il a dit qu'ils ont vécu des choses atroces, mais maintenant il faut être unis et il faut guérir, hein. Et donc, nous ressentons les bénéfices de cela. Donc, voilà, j'ai conclu ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Daryl. Cela nous a inspiré beaucoup. Et aussi, j'adore le fait que vous avez dit qu'il y a des points communs qui existent parmi tous les peuples autochtones dans le monde entier, même s'ils vivent dans des endroits différents, de manière différente et avec des cultures différentes. Maintenant, si vous avez un peu de temps pour répondre à quelques questions, avez-vous un peu de temps? Quelques minutes? Je peux rester pendant quelques minutes. Très bien. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite poser une question ou partager une remarque qui est spécifique pour le père Dariold? Je vous encourage à le signaler et je pense que quelqu'un est en train de gérer cela. Donc, vous pouvez tout simplement lever la main ou tout simplement prendre la parole. Peut-être que je vous ai inondé d'informations et il est difficile de poser des questions avec toutes ces informations que je vous ai données. Nabida, vous voulez dire quelque chose? Oui, je vais lever la main, mais vous ne m'avez pas vu. Moi, j'aime le fait que Père Dario a dit qu'il faut écouter avec le désir de grandir. Je pense que le monde entier regarde les peuples autochtones parce qu'ils sont les peuples qui connaissent, qui savent comment préserver, conserver notre monde, malgré tout ce qu'on a fait à notre planète. Ils ont tous leurs secrets et on devrait seulement les écouter avec le cœur aussi, pour absorber tout ce qu'elles savent. Moi, je suis Mudita Sodar. Et ma passion est la spiritualité. Donc, c'est là, j'adore cette idée du monde circulaire, sans hiérarchie, tout le monde peuvent être ensemble et ce que quelqu'un fait va affecter tout le reste de la population. Cela est évident dans le changement climatique. Donc, merci beaucoup de cette présentation magnifique. Moi, je crois beaucoup en ce que vous avez dit, avec passion. Merci, Justine Benin. Il y a beaucoup de théologiens des choses, c'est-à-dire des fins qui étudient l'environnement, le changement climatique, parce que en fait, c'est là un peu partout dans le monde. On voit les effets en Inde, par exemple, au Canada, nous avons des incendies dans le Canada de l'Ouest et la fumée est tellement intense qu'elle a atteint l'Europe. Donc, les feux, les incendies au Canada ont atteint l'Europe maintenant. Donc, le dommage est mondial. Donc, quand il y a un incendie au Manitoba, au Canada, et l'incendie est tellement intense que la fumée va dans l'atmosphère et voyage sur la planète et arrive en Europe. Cela montre que le changement climatique concerne tout le monde, pas seulement des groupes isolés. C'est un phénomène mondial. Nous sommes tous interconnectés dans les situations, dans les pires et dans les situations, dans les meilleures situations, nous sommes tous connectés. Marielle, Achille, oui. Écoutez, Daryl m'a rendu très, très heureux. Vous avez parlé des points communs. Et seulement une remarque. J'écoutais euh, pendant que vous parliez des peuples autochtones qui sont tout près de ressources naturelles. Ils sont les personnes qui sont les plus frappées, les plus affectées. Donc, je ressens que nous sommes en train de voir la résilience des communautés. Donc, merci beaucoup, Père Dariold, d'avoir parlé des peuples canadiens. Oui, Sœur Chilet avait commencé avec la prière qui rendait grâce. Nous sommes Mohawks. Et nous avons écouté cette prière beaucoup de fois. Et c'est une manière de remercier tous les êtres, les animaux, les plantes, la lumière.
la lune, les étoiles, etc. Il faut remercier tout cela, il faut apprécier tout cela. Dieu nous a donné tous ces dons. Donc, comment pouvons-nous apprendre à les apprécier? Les Mohawks, ça doit toujours dire merci, merci, et exprimer notre gratitude. Si on n'a pas cet esprit de gratitude, hein, on voit tout simplement un déclin mondial qui est très cruel et très grave. En tout cas, nous voyons tout cela déjà. Il y a des scientifiques qui disent qu'on a déjà surpassé le limite, on ne peut plus retourner à la situation précédente. Mais le pape a dit non, ce n'est pas vrai. Il y a toujours l'espoir, de l'espoir. Et le dot aussi part de ça. C'est un document d'il y a 10 ans. Et ça, c'est le message selon lequel il faut toujours avoir de l'espoir pour la création. Merci, Dariold. Une petite chose qui m'a frappée, vous parliez avec Marie-Hélène, hein, une chose, c'est-à-dire qu'en 2014, je me suis rendue à Torpare, entre petites, cet endroit, et j'emmenais avec moi trois femmes autochtones. Une d'elles est Mewaseki, Ojibwe aussi, comme Dariold, et votre peuple se sont rendus à Torpare avec vos grands-mères, hein, et il y avait une femme qui vient d'une autre communauté que Dariold, mais il y a une chose un peu étrange. Au Canada, les peuples autochtones, hein, n'utilisent pas leur nom en tant que nation, mais ils s'appellent Indiens, hein. Donc, quand on se rend en Inde, votre peuple, hein, Munda, la communauté mondiale que nous avons rencontrée, euh, avec ces femmes autochtones qui étaient appelées les Indiens rouges. Donc, il y a eu une rencontre des Indiens et des Indiens rouges. Oui, il y a les Indiens de l'Ouest et les Indiens de l'Est, hein. Parce que Colombo pensait qu'il était arrivé en Inde quand il est arrivé dans l'Amérique du Nord, hein. Et donc, voilà pourquoi toutes ces personnes sont appelées Indiens. On- Et donc, le personne les appelle encore Indiens. Bon, y a-t-il des questions ou des remarques que vous souhaitez encore poser ou partager? Je ne vois pas vos mains parler, donc vous pouvez tout simplement parler si vous le souhaitez. S'il n'y a pas de personnes qui ont une question, moi, j'ai déjà partagé ma remarque. Père Dariold parle beaucoup du chamanisme, hein, et de de sa sagesse, hein, avec leur culture. Quelle est votre perspective sur le chamanisme, hein? Donc, les peuples autochtones, hein, ne disent pas chaman. Nous les appelons personnes médicinales, hein. Ce sont des personnes qui ont des pouvoirs et qui se trouvent partout dans le monde, qui peuvent guérir les autres. On le voit aussi dans la foi chrétienne. Jésus avait ce pouvoir de guérir le chaman. Sont comme lui. Jésus était le plus grand chaman. Il permettait aux personnes de se sentir à leur aise, les personnes traumatisées, les personnes qui avaient rencontré des démons, il pouvait les calmer, leur donner la paix. Et il y a d'autres personnes comme ça dans le monde, oui, et on peut les appeler des chamans, et nous les appelons les personnes médecines, hein. Pas les femmes, par exemple, peuvent guérir d'une manière très, très efficace. Et donc, nous avons les personnes médecines, hein. Cela a toujours existé. Les personnes se rendent et vont parler avec les prêtres. Pouvez-vous m'aider? J'ai une maladie, un traumatisme. Et si les prêtres ne peuvent pas les aider, parce que pas tous les prêtres sont des guérisseurs, peuvent guérir les personnes. Après, euh, les personnes vont rencontrer les hommes
médecine, l'Église leur dit qu'ils ne doivent pas le faire parce qu'ils ne sont pas des chrétiens. Ils ont d'autres formes de spiritualité qui n'est pas chrétienne. Mais ces personnes n'ont pas renoncé au pouvoir spirituel qu'ils ont reçu. Et donc, ils rencontrent ces personnes spirituelles. Moi, je l'ai vu. C'est une thérapie qui se base sur les paroles. C'est comme être là-bas avec un psychologue. La personne se relaxe et parle et ou prier ensemble, où il y a une chanson avec les tambours, où ils utilisent des huiles et ils font des rituels. Et pendant ces rituels, nous pensons qu'il y a guérison. Tout ce que je sais est que les personnes se sentent beaucoup mieux après la visite. Est-ce qu'ils sont des chamans, des personnes médecines, hein? Ou peut-être qu'il y a des expériences plus profondes de la culture du chamanisme que je ne connais pas, hein, et qui ont peut-être déjà disparu de la planète, hein. euh, des pratiques chamaniques très profondes avec certaines formes de stupéfiants pour un état de transe au mystique. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Les chamans ici sont des personnes à qui on demande d'avoir un soulagement spirituel, émotionnel à travers des prières, par exemple. Et ce sont des personnes qui offrent quelque chose. Peut-être que simplement ils vont vous écouter. Donc voilà, je ne connais pas d'autres chamans en tout cas ici au Canada. Ce sont des personnes qui nous aident à guérir. Oui, le chamanisme, c'est comme ça. Merci, merci. Je me suis rendue dans un endroit tribal à Gonca et je n'y croyais pas à l'époque, mais il y a beaucoup de recherches sur cela et je vois beaucoup de bonté, je vois beaucoup de bonté, beaucoup d'aspects positifs. Enfin, merci Père, ça c'est vrai. Dans le passé, on ne reconnaissait pas leur valeur, ça semblait bizarre, étrange. Et maintenant, nous commençons à voir ce qui se passe vraiment. Y a-t-il de vérité et de pouvoir dans cette forme de sagesse, hein? C'est un don, certainement. Pas tout le monde peut offrir cela. Oui, merci beaucoup, Dariold. C'était magnifique de vous avoir avec nous. Nous comprenons que vous devez partir. Oui, je dois partir maintenant. OK, OK. Au revoir et que Dieu vous bénisse, hein. Et que nous tous grandissions dans notre voyage sur la planète, hein. Merci beaucoup. Très bien. Maintenant, Mariam, pouvez-vous partager votre vidéo et après? Il y aura une autre vidéo qui sera partagée par Michel. euh, en Amazonie, et mère et grand-mère, elle va partager son expérience de vie et sa foi avec nous. Elle a consacré sa vie à la défense de la forêt amazonique et la vie de son peuple. Donc, Mariana, vous pouvez partager votre vidéo et après, nous allons passer à l'autre vidéo. OK, merci beaucoup, Sheila. Une vidéo très courte, hein, qui nous montre la tribu Munda dans l'état de Cancun, qui signifie forêt. Chal signifie forêt. Kanto signifie terre. Donc, cela signifie terre de forêt. मेरा नाम ग्लोरिया तपनो है। मेरा नाम रोशन गुड़िया है। 12 महीना रोड़ो रोड़ो
हम मुंडा समुदाय से हैं। अल्ले मुंडा होड़ो को तान ले। समझो काम से नारी सुकर हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, जमीन और जंगल हम बचा के रखें। हम खेतों में धान, मड़ुआ और सब्जी लगाते हैं। जंगल के फल फूल और खुकड़ी चुनते हैं। पहले शिक्षण नहीं था, पर अब हमें महिला विकास केंद्र के सहयोग से ट्रेनिंग मिली। इसीलिए अब हम लाह की खेती कर रहे हैं। पहले हमें कोई समझाने वाले नहीं थे। महिला विकास केंद्र से ट्रेनिंग मिलने के बाद अब हम आधुनिक रूप से खेती कर रहे हैं। इससे अब हमें बहुत खुशी मिलती है। Donc maintenant, la priorité dentaire est de manger des vignes. Vous savez, que les personnes que vous avez vues de la vidéo étaient des bénévoles qui guident les communautés et qui la communauté qui va devenir indépendante en préservant en même temps leur tradition et sagesse. Donc merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à Rachel. Oui, bonjour à tout le monde. Je vais vous emmener en Amazonie vers une amie qui s'appelle Eva Canoë. C'est parti. Bonjour, mon nom est Eva Canoë, je vis dans l'état de Rondônia au Brésil et je souhaiterais partager un peu ma vision autochtone avec vous. Une de mes réflexions est sur ce que la culture autochtone peut apporter à notre monde actuel. Dans ma perception, je pense que notre culture autochtone, depuis le début de l'invasion du Brésil, a beaucoup contribué à la société non indienne, brésilienne, en relation avec l'alimentation, la manière de vivre et s'organiser, et notre sagesse. Dans notre culture, elle est spécifique, elle est différenciée, parce qu'elle inclut tout, ensemble, dans un ensemble, l'éducation, la santé, l'organisation sociale, le collectif, la spiritualité, notre connexion avec la Terre, qui est fondamentale. Ces dimensions-là sont fondamentales
pour notre monde actuel. On a beaucoup contribué et nous avons encore beaucoup à contribuer. Dans notre manière de vivre ensemble en tant qu'Indiens, nous utilisons beaucoup le terme collectivité. Nous vivons continuellement cette dimension collective dans nos décisions, les constructions, la chasse. Et notre lien à la nature aussi est quelque chose de très spécifique parce que nous faisons partie intégrante de la nature. Et même s'il y a beaucoup de changements en rapport avec la nature, la forêt, les rivières, nous faisons en sorte de prendre soin de notre forêt, de notre Amazonie. Nous avons besoin de notre Amazonie pour donner continuité à notre existence en tant qu'Indiens, en tant qu'individus spécifiques dans leur façon de vivre culturellement. Comment est-ce que nous voyons le monde actuel? Ce monde actuel, ce monde de progrès, de croissance, nous voyons ce monde avec une certaine préoccupation. Ce n'est pas que nous soyons contre le progrès, mais nous devons voir le progrès d'une autre manière. Parce que le progrès, le développement d'un pays, il doit donner des conditions de vie pour toute sa population. Et ce n'est pas de cette manière que nous voyons le développement de notre monde actuel. Ce monde actuel, il est très décontrôlé. En même temps qu'il y a la richesse, il y a beaucoup de violence, de guerre, de manque de respect. Et nous avons besoin de changer l'humanité. Car tout le monde a besoin de plus de solidarité, de plus d'amour, de plus d'union, de plus de partage. Et comme indienne, ce que le monde non indien nous a enseigné, de positif, on a appris la langue portugaise. C'est pas notre langue parce que chaque peuple a sa propre langue. Et aussi, comme point positif, nous avons appris à lire, à écrire, parce que nous sommes des peuples de l'oralité. Nous avions des connaissances, notre science, mais tout à travers de l'oralité. Donc ça, c'est un point positif. Comme point négatif de ce que le monde nous a apporté après le contact avec les Blancs, c'est ce monde de la possession, de l'envie, de l'exploration, de la destruction, de ce progrès incontrôlé et aussi de l'individualisme. Donc, ce sont les points négatifs que nous vivons à travers la société non indienne, dans ce monde qui se développe sans contrôle. Et c'est préoccupant. Et nos principales luttes en tant que peuple autochtone ici au Brésil, et nos priorités sont encore la protection territoriale, la lutte pour la garantie de nos droits originaux, qui inclut tout, l'éducation, les droits à la santé, mais surtout la démarcation territoriale et le retrait des envahisseurs. Donc c'est encore notre priorité parce qu'au Brésil, nous avons plusieurs peuples sans territoire. Et c'est pas juste, c'est pas correct. Parce que quand le Brésil a été envahi, le territoire brésilien appartenait au peuple autochtone. Et notre lutte pour la garantie de nos droits contre le projet marco-temporal, qui est la loi de démarcation qui va réduire la superficie de nos terres, c'est encore notre priorité. Parce que le marco-temporal, c'est une menace, c'est un projet de mort, c'est l'attentat contre la vie des peuples indiens. Et c'est, voilà, le fait d'être indienne, moi, c'est quelque chose dont je suis fière. J'ai l'honneur de dire que je suis indienne, que je suis descendante d'un peuple autochtone qui a presque été en voie d'extinction pendant la colonisation. J'ai beaucoup de fierté d'être indienne à cause de nos richesses culturelles, de nos luttes. Et grâce à notre résistance, grâce à notre spiritualité, qui apporte à chaque peuple, à chaque être, notre savoir millénaire et qui nous garde tenaces et résistants jusqu'à nos jours. Eh, eh, eh.
Nous nous protégeons, mais en même temps, il n'y a personne pour nous protéger. Merci à Eva, elle aurait bien aimé être là, mais du village, aujourd'hui, c'était compliqué la connexion. Donc elle a envoyé voilà, son interview. Merci beaucoup, Rachel, d'avoir partagé cette vidéo avec nous. Au moins, vous avez apporté Eva ici à travers la vidéo. Donc maintenant, pour le temps qui nous reste, qui est très peu, je voudrais permettre aux participantes de poser des questions à Maria-Hélène, qui a partagé très bien la notion d'ACRA. Euh, donc, Euh, elle a parlé de la tradition, de l'identité adavasi qui joue un rôle crucial euh, pour la préservation de la culture. Donc, si vous voulez poser des questions, euh, donc si vous voulez poser des questions ou partager des remarques, vous pouvez le faire maintenant. Il y a beaucoup de gratitude, en tout cas, dans la chatbox. There was a question for you, Marilena, in the chat. Donc, la question pour toi, Marie-Hélène, se trouve de la chat. Asking how people are related with different Donc, groups cela or concerne le fait tribes. qu'il y a plusieurs tribus qui... Je n'ai pas vu cette question, en effet. Est-ce que vous pouvez la répéter? Yes, how is the relationship Quelle est la relation between entre the les peuples Adivasi people adivasi in different groups dans or les tribes? différents groupes ou tribus? Quelles sont les relations dans ces groupes? Ah bon, j'ai compris. Il y a des relations très bonnes, très cordiales entre les tribus. Avant tout, je dois vous dire que je n'ai pas une experte de ça. Tout simplement, je vois une tribu spécifique qui est la tribu Imunda. Mais dans la région, nous avons aussi les Santalis, et les Aram et les Karias. Donc, ma conversation est limitée à ces tribus-là. Ils vivent ensemble. Elles ont beaucoup de choses en commun, mais l'endroit où ces groupes travaillent et sont caractérisés par une majorité de la tribu Munda. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Marie-Cruz. J'espère que oui. Yes, thank you, Oui, merci Elena. beaucoup, Maria Elena. Merci beaucoup pour votre présentation très belle. Aussi, je voudrais dire aussi que je voudrais remercier GPAC International pour ce thème très beau qui concerne la culture autochtone et la sagesse et la tradition
question. Ce qui concerne une question qui est très urgente, qu'il faut vraiment affronter, adresser, même s'il y a la solitude et l'isolement, dans nos conversations, au moins, nous pouvons partager l'appel, le cri de ces personnes. Il y a tellement de voix prophétiques dans le monde, mais ces personnes, ces voix doivent être écoutées, exprimées, montrées. Il faut leur donner des possibilités de s'exprimer. Et donc, j'étais très, très, très heureuse de participer à cette conversation. Mais encore une fois, je dois vous dire que je ne suis pas une experte de ce thème, hein. Tout simplement, j'ai vécu ici pendant 8 ans. Et auparavant, je vivais avec notre groupe autochtone. Oui, merci. Merci encore une fois. Merci, Maria-Elena. Donc, pour conclure, Rachel non. avait levé la main. Non, 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 non. Oh, it's Non. okay. C'est juste, moi je voulais juste dire, j'étais très touchée quand Father Donald il a parlé de l'écoute, et parce que dans le peuple de Eva, quand les Blancs sont arrivés, ils ont demandé de rencontrer le chef, mais en fait dans sa tribu, il n'y a pas de chef, parce que toutes les décisions sont collectives, les gens sont en cercle, ils prennent une plume, et la plume représente le symbole de l'oiseau qui est le trait commun entre le grand esprit et les hommes. Et chaque personne qui parle avec la plume est habitée par ce grand esprit. Et donc du coup, tout ce qu'on voit sur la synodalité, la conversation dans l'esprit, tout ça, en fait, ça naît dans la culture indienne. Ça fait partie d'une des nombreuses choses qui peuvent nous apprendre. Merci beaucoup, Rachel. Bon, on est arrivé à la fin de notre temps ensemble, donc je voudrais remercier nos intervenants et tout le monde qui a participé à cette rencontre et qui a partagé ces présentations, qui a écouté et qui a appris beaucoup de choses. Il y a une chose que j'ai appris moi-même, c'est-à-dire le fait que les peuples autochtones partout dans le monde sont très divers avec leur culture, leur langue, hein, et leurs endroits d'origine, leurs rituels, leurs racines. Mais en tout cas, il y a des points communs dans leur vision du monde qui se base sur la gratitude, hein, et une grande relation avec la nature. Aussi, ils partagent beaucoup de luttes, beaucoup de buts de droits de l'homme et de leur droit à la terre. Et Maria-Elena, vous avez parlé des trois groupes et des trois problèmes, l'urbanisation, la modernisation qui affectent les droits de l'homme et le droit à la terre des peuples autochtones, hein, la perte de la terre et des ressources naturelles que ces personnes doivent gérer et conserver, et aussi l'appropriation culturelle que les cultures dominantes sont en train de perpétrer. Et parce qu'ils transforment leur culture d'une manière qui n'est pas correcte. Aussi, vous avez parlé des solutions pour l'avenir dans l'éducation, la sensibilisation, le soutien des gouvernements, les politiques. Et je pense que à partir de la perspective du Canada, je peux vous dire que tous ces éléments sont très importants aussi. Et je voudrais tout simplement vous saluer avec un signe d'espoir de Père Dario qui a parlé de l'encyclique du pape Laudato Si, euh, qui nous donne une perspective autochtone, une manière de comprendre notre foi d'une manière différente. Donc, nous la comprenons comme une foi qui se base sur la gratitude pour toute la création qui est un don, qui est donné généreusement, et nous participons à cela. Nous sommes tous connectés. Cela peut nous aider à changer nos modèles mentaux que nous connaissons
qui sont devenues des manières de voir la création comme une ressource qui doit être exploitée et non pas une création qui doit être célébrée avec gratitude. Donc maintenant, je voudrais conclure avec ces mots et je voudrais remercier tout le monde d'être ici. Merci.